Mais d'abord, en chiffres, on va regarder cette carte sur ce que représente le décret plage concrètement. Pour faire simple, à chaque renouvellement de concession, c'est désormais ce décret qui s'applique et ça se traduit quasi systématiquement par une réduction de l'espace occupé par les plages privées. On va prendre 3 exemples pour bien comprendre. À Ramatuelle, il faudra supprimer 4 plages, idem à Cannes, et 9 plages en moins à Juan-les-Pins. Et c'est donc ce décret plage qu'on va décrypter en images pour bien comprendre le contenu de cette nouvelle réglementation. Petit cours de rattrapage juridique avec Emma Arnaud, la loi littorale, le décret plage, en 40 secondes. Dans les années 70, les projets immobiliers fleurissent sur les côtes françaises. Pour préserver le milieu naturel, en 1986, la loi littorale est votée. Elle encadre l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la côte. Elle garantit aussi un libre accès des piétons à la mer. Le décret plage édité en 2006 encadre leur privatisation. L'État peut accorder des concessions ou locations de plage pour une durée de 12 ans maximum. L'exploitant, lui, ne doit pas occuper plus de 20% des sites naturels et ses installations doivent être entièrement démontables. Jusqu'à 6 mois dans l'année, les plages doivent être libres de toute infrastructure. Depuis 20 ans, dans les Alpes-Maritimes, 250 ordres de démolition ont été pris. Une poignée seulement ont été exécutés. Aujourd'hui, les choses changent. Il y a une vraie volonté aujourd'hui d'intervenir, que l'État intervienne en fait, pour mettre fin aux infractions et ne pas se contenter d'attendre que les contrevenants veuillent bien se mettre en règle. On voit bien que les amendes ou les astreintes ne sont pas toujours dissuasives. L'État a annoncé que 2017 serait la dernière année de tolérance pour les exploitants. Les destructions des structures jugées illégales devraient donc s'accélérer dans les mois à venir. Et Éric Pauget nous a rejoint sur le plateau de Dimanche en politique. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes député de la 7e circonscription des Alpes-Maritimes, conseiller municipal d'Antibes. Vous avez écrit cet été un courrier au président de la République Emmanuel Macron pour lui demander non pas la suppression du décret plage, mais son assouplissement. Pas de réponse pour le moment. Est-ce que vous avez encore un espoir que ce texte puisse évoluer ? Alors, le problème de ce décret, c'est qu'il est symptomatique de ce qu'est la France. C'est-à-dire c'est un État de droit. Et malheureusement, on est un État où tout est cloisonné. Moi, ce que je souhaite à travers le fait de faire évoluer ce décret, c'est qu'on puisse trouver un point d'équilibre entre la nécessité environnementale de la loi littorale, qui est une bonne loi. Le principe du décret, c'est un bon principe parce que le domaine public maritime de l'État, il est inaliénable et c'est pas normal qu'il y ait des établissements privés sur ce domaine public maritime. Néanmoins, on doit aussi tenir compte de l'aspect économique. La Côte d'Azur, elle s'est bâtie au cours des 50 dernières années grâce à son attractivité touristique et économique. Et il y a certains éléments de ce décret qui ne concilient pas cette aspiration environnementale et cet intérêt économique. C'est pour ça que j'ai sollicité le président pour que sur des points très précis, comme les durées de concession, comme la sectorisation, comme le fait d'associer l'Association des maires de France à la réflexion, on puisse évoluer. Serge Castel, associer les maires à la discussion, c'est la meilleure façon de ne pas appliquer le décret plage si on tient compte des pressions politiques ? Non, mais j'entends bien ce que dit monsieur le député. Et effectivement, moi, je ne suis que dans l'application des textes qui sont opposables. Ce que je peux dire pour répondre à la proposition de monsieur le député, c'est que quelque part, il y a aussi un souci d'équité, y compris au sein des Alpes-Maritimes. Mais enfin, une plage de l'Atlantique, c'est pas une plage de la Côte d'Azur. Non, mais justement, je vous parle aussi au sein des Alpes-Maritimes. 80% d'une plage de l'Atlantique, ça n'est pas 80% d'une plage de la Côte d'Azur. Je peux l'entendre, même si le décret s'applique de la même façon partout en France, comme l'a dit monsieur le député. Mais il n'en demeure pas moins que dans les Alpes-Maritimes, nous avons des communes qui l'appliquent et qui l'ont appliqué, le décret plage. Vous êtes sur Nice, vous êtes sur Cagnes, nous sommes avec des établissements démontables dans les mêmes proportions. Alors peut-être que c'est la topographie, c'est la plage qui ne sont pas les mêmes, peut-être, mais il n'en demeure pas moins qu'il est appliqué. Donc, quelque part, moi aussi, mon rôle, c'est d'appliquer l'équité. Serge Matarazzo, c'est vous le mauvais élève sur la Côte d'Azur ? Non, je ne suis pas un mauvais élève. Et je vais argumenter pourquoi on n'est pas des mauvais élèves. Depuis 2015, on a toujours continué à payer nos droits, on a toujours payé nos redevances. Quand la commune n'a plus été titrée de mémoire, je crois que c'était en juillet 2015, aux alentours du 24 juillet 2015 pour être précis, à partir du 25 juillet 2015, l'État s'est substitué à la commune. Au lieu de continuer à payer à la commune, nous avons continué à payer à l'État. Donc nous dire que non, c'est faux. On a toujours été des bons petits soldats, on a toujours répondu présent à quoi que ce soit. Moi, je dis simplement, avec mon syndicat, là, je vais remettre ma casquette de président de l'UMI Plage, on a fait des propositions qui vont, comme notre député a soutenu,
18 ans, c'est ce que nous avons demandé. Pour l'instant, vous êtes limité à 12 ans. On est limité à Alors, 12 ans. les téléspectateurs qui nous regardent vont avoir du mal à comprendre qu'en 12 ans, une plage privée n'arrive pas à fonctionner sur la Côte d'Azur. C'est pas rentable, une plage privée? La question est mal posée. C'est des investissements qui sont lourds. La réponse sera bonne, j'imagine. J'espère que oui. On ne peut pas dire qu'une plage privée n'est pas rentable. Après, tout bon commerçant ne va pas sur un endroit s'il ne gagne pas sa vie. Je ne vois pas quelle est la personne, c'est comme vous dans votre travail, si vous ne gagnez pas votre vie, vous ne continuerez pas à être journaliste. Nous, en tant que plage privée, on ne peut pas dire non, on ne gagne pas notre vie. Bien sûr qu'on gagne notre vie. Mais il arrive un moment donné où le seuil de rentabilité n'y est plus. Alors, on va justement parler des enjeux économiques avec déjà une petite infographie de chiffres du Cap d'Agde à Menton. On compte 607 plages privées. Ça représente 2000 emplois directs, mais il n'y a pas seulement les emplois directs, Éric Pauget, les emplois indirects. C'est aussi une grosse part sur la Côte d'Azur, les fournisseurs. C'est majeur en termes d'activité économique. Enfin, c'est quand même extraordinaire dans ce pays où tous les matins, on compte le nombre de chômeurs, où on est derrière à vouloir relancer la croissance, que le cadre législatif, réglementaire, cette surréglementation fasse qu'on se tire des balles dans le pied. Le problème de la durée, pourquoi j'en parlais tout à l'heure, 12 ans, ça peut paraître important, mais si vous enlevez 1 ou 2 années où les conditions climatiques ne sont pas bonnes, si vous enlevez une année à rattraper du fait malheureusement des attentats comme on l'a connu à Nice, en 9 ou 10 ans, vous n'amortissez pas, en ce qui concerne en tout cas les plages de Juan-les-Pins, le million d'euros à peu près que ça coûte pour se réinstaller. Et qu'est-ce qui risque de se passer? Regardez le cas de la Bolle, où l'État a concédé un long linéaire de plage. C'est le groupe Veolia qui a remporté la DSP. Et parce que la mairie ne s'est pas portée candidate. Parce que la mairie ne s'est pas portée candidate. Et moi, ce que je veux, c'est préserver l'entrepreneuriat familial qui a fondé la Côte d'Azur. Prenez les grands établissements touristiques de la Côte d'Azur, l'hôtel Negresco, les grands restaurants, les grandes plages. Ce sont à chaque fois des familles qui ont pris des risques, qui ont eu cette démarche d'entrepreneur et qui aujourd'hui se retrouvent en difficulté. J'ai pas envie, moi, que le littoral de la Côte d'Azur appartienne à des grands groupes de fonds de pension qui sont propriétaires des grands hôtels de la côte. C'est ça le risque derrière. Serge Castel, pourquoi c'est si compliqué d'obtenir cet assouplissement du décret plage? Il a été instauré sous Jacques Chirac, les présidents se sont succédés, il est toujours là, sans la moindre modification. Au-delà de 12 ans, vous craignez quoi? Que les plagistes aient de nouveau l'impression d'être propriétaires de leurs concessions? Alors, si vous permettez, d'abord, je ne suis pas législateur, je ne fais qu'appliquer ce que donne en termes de loi le législateur. Après, je pense que la réponse est dans votre question. C'est dans les Alpes-Maritimes comme dans d'autres littoraux méditerranéens, il y avait eu une appropriation, même s'il y a une particularité dans les Alpes-Maritimes, vous avez parlé du Var, je peux parler des Bouches-du-Rhône que je connais très bien, des plagistes qui, in fine, croyaient être propriétaires de leurs biens, à demeure. Et moi, très sincèrement, pour aller dans certaines plages emblématiques, aussi bien des Alpes-Maritimes que d'autres départements voisins, aujourd'hui, vous avez même la difficulté à passer devant ces établissements. Et je pense que la réponse par le décret plage de 2006 était proportionnée à la réalité, j'aurais tendance à dire, de l'excès d'occupation de ce domaine public maritime. Moi, j'entends ce que dit monsieur le député. Loin de moi l'idée de ne pas entendre la partie économique de la chose. Peut-être qu'il faut-il revenir aussi à des proportions raisonnées et raisonnables. Bernard Matarasso, quand vous avez investi dans cette concession, Oui. Vous saviez que c'était pour une durée limitée. Est-ce Oui. que malgré tout, vous vous étiez dit, bon, voilà, le temps fera l'affaire, on pourra rester? Non. Moi, en tant que bon professionnel, puisque moi, je viens de l'hôtellerie, je me suis toujours dit, si tu es respectueux de la loi, si tu travailles comme tu dois travailler en respectant les 3, les 4 mètres, parce que ce que dit M. Castel, il a parfaitement raison. Il ne faut pas prendre 2-3 exemples où en disant, si vous prenez l'ensemble du littoral chez nous, Antibes, Juan-les-Pins, vous pouvez passer tranquillement, M. Castel. Les 3 mètres, les 4 mètres sont respectés. Il y a toujours des vilains petits canards partout. Mais chez nous, on fait respecter et on a toujours fait respecter. Nous, ce qui nous a un tout petit peu blessés, ce qui nous a un tout petit peu rendu triste, c'est quand j'ai appris, moi, personnellement, que les établissements courbés n'avaient plus d'année blanche. Peut-être que si les établissements de l'UTCA avaient eu ce choix en disant, en définitive, vous avez la démontabilité à votre charge, mais on va faire en sorte de ne pas avoir d'année blanche, peut-être qu'on aurait soumissionné nous aussi. Alors on a bien compris qu'il y avait un décret plage, mais des tas de situations particulières. Et justement, on va s'arrêter sur la situation de Golfe-Juan, un cas particulier pour bien comprendre la complexité juridique de certaines plages. Alors donc ça se passe à Golfe-Juan. Il y a 4 plages qui sont menacées de démolition par l'État, qui a saisi le tribunal administratif. Le jugement est attendu d'ici quelques jours, mais vous allez voir que ça n'est pas aussi simple que cela.
Valoris Plage, Pascalin, Tétou et Nénou, 4 plages de golfe géant qui concentrent à elles seules tous les paradoxes de l'application du droit sur le domaine public maritime. Depuis 14 ans, plus aucune concession entre l'État et la commune ne régit leur exploitation. Résultat, elles occupent le bord de mer sans droit ni titre. Pourtant, certains plagistes ont en leur possession un permis de construire. Ils paient une taxe foncière et versent de l'argent non plus à la commune mais à l'État, qui leur a délivré une autorisation d'occupation temporaire. L'État est malgré tout déterminé à faire appliquer strictement le décret plage. Il a saisi le tribunal administratif pour demander la destruction des restaurants, dont certains sont installés depuis plus de 80 ans et font valoir leur valeur patrimoniale. Ici, une fresque en céramique signée Jean Marais, qui finira peut-être dans la gueule d'une pelleteuse. Serge Castel, comment l'État peut-il continuer de percevoir une redevance de la part d'occupants sans droit ni titre, mais qui ont pourtant un permis de construire, qui payent une taxe foncière? C'est une histoire de fou. Non, je pense que c'est très simple, mais il ne faut pas mélanger les choses. Alors tout d'abord, je vais répondre par rapport au permis de construire. À la base, ce dont disposent les plagistes, c'est ce qu'on appelle une autorisation d'occupation temporaire, quel que soit le régime, concession ou simplement une plage gérée par l'État. Temporaire, très important. Par contre, derrière cette occupation temporaire, avant le décret plage, et même aujourd'hui avec des établissements démontables, nous demanderons un permis de construire. Pourquoi? Je vais caricaturer pour éviter que vous ayez une pagode sur une plage des Alpes-Maritimes. C'est tout simple. Donc c'est uniquement cela qui justifie le permis de construire, mais à la base, c'est la domanialité, c'est le domaine public maritime, il est inaliénable. Ensuite, vous parlez, l'État perçoit, alors c'est pas trop mon domaine, mais l'État perçoit les redevances, même quand il y a occupation sans titre. Mais bien entendu que l'État perçoit. Pourquoi perçoit-il? Parce que derrière, c'est la garantie de faire comprendre à l'occupant sans titre, qui est précaire en termes de domanialité, que cette situation doit finir. Et quand vous êtes occupant sans titre, en général, la redevance est même majorée pour être coercitive. Alors, il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé sur ce plateau, c'est les enjeux environnementaux. On va l'aborder avec notre dernier invité qui va nous rejoindre, mais d'abord, on est allé vous poser la question, tout simplement. Y a-t-il trop de plages privées sur la Côte d'Azur? Vos réponses? Trop de plages privées, non, je sais pas. Pour ceux qui ont les moyens, c'est bien d'en avoir. Ensuite, pour ceux qui veulent juste profiter du soleil l'été de temps en temps, c'est vrai que ça gâche un petit peu. Rien de bien méchant. Pour l'instant, je suis bien sur les plages publiques et j'y reste. Et j'espère bien qu'elles ne vont pas trop, que le privé ne va pas trop grignoter la loi littorale et l'espace public. À Juan-les-Pins, vous pouvez pas, enfin moi j'y vais jamais, mais j'ai des amis qui y vont. Les plages privées, il y en a tellement que les plages publiques sont très serrées, ils ne peuvent pas se mettre sur la plage publique. C'est vrai que là, il faudra en enlever un petit peu. Il faut aussi penser à ces pauvres plagistes, c'est leur profession et c'est normal qu'ils soient là aussi pour tout le monde, hein, pour ceux qui peuvent y aller et puis pour contenter, oui, tout le monde. Et Janine Blondel, vous nous avez rejoint sur ce plateau. Bonjour, vous êtes membre de France Nature Environnement 06, vice-présidente dans le département, très attachée évidemment aux plages publiques et au domaine public maritime. Vous êtes déjà allé louer un matelas sur une plage privée? Non, jamais. C'est trop cher pour ma bourse. Et c'est contraire à vos principes. Vous comprenez malgré tout l'enjeu économique. Comment on concilie l'enjeu économique avec vos exigences écologiques? Écoutez, il y a plusieurs manières. Déjà, la première des manières, c'est de laisser davantage de plages publiques. Nous n'avons pratiquement plus de plages publiques. Les établissements privés grattent un petit peu chaque année. Ce qu'ils perdent en largeur, ils veulent le récupérer en longueur, puisque nous sommes face à l'érosion littorale. Nous sommes bien d'accord là-dessus, Monsieur Castel, je pense. Est-ce que ce décret plage, Monsieur Castel, il a aussi pour but de préserver le littoral et notamment, en effet, de lutter contre l'érosion? En quoi le fait de démonter des plages préserve le domaine public? Surtout, la première ambition du décret plage, je le répète, c'est quand même de laisser un libre accès au public de ces plages et son utilisation, qu'elle soit libre également. Effectivement, vous l'avez souligné tout à l'heure et Madame a répondu. Vous avez le droit de louer un matelas, je ne sais pas combien ça se loue la journée, mais vous avez aussi le droit de déposer votre serviette dans un espace public. Donc ce décret plage a au moins l'avantage, d'une part, de laisser, j'aurais tendance à dire, un usage partagé du littoral. Et le deuxième sujet, par rapport à l'environnement, bien entendu, dès lors que vous créez un bâti sur une plage, qui est, je répète souvent, c'est des plages de sable, donc effectivement, vous changez quelque part ce qu'on appelle l'érosion, c'est-à-dire lorsque le flot vient sur la plage, vous changez le courant et vous pouvez avoir un endroit qui va s'engraisser alors que l'autre va se dégraisser. Donc effectivement, l'avantage du décret plage, c'est de restituer par la démontabilité
la plage à son état naturel. Bernard Matarasso, quand on dit que vos établissements mettent à mal les plages de la Côte d'Azur, c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre? Non, je ne peux pas cautionner. Je ne peux pas cautionner parce que j'ai toujours dit et je maintiens. Je sais qu'avec Mme Blondel, on n'est pas loin l'un de l'autre. J'en suis persuadé. Quand on est défenseur de l'environnement, que ce soit le sable, l'eau, la mer, on ne peut pas être si éloigné que ça. Quel est le meilleur défenseur de l'environnement qu'un plagiste privé? Venez voir nos plages de mars jusqu'en octobre, vous verrez l'entretien, vous verrez le nettoyage, vous verrez même l'eau avec Veolia. Vous regardez les plages publiques, et je ne vais pas jeter la pierre à notre député, il sait pertinemment le coût du nettoyage d'une plage publique. Alors déjà, juillet, août, nous, on n'a pas à se plaindre à Antibes-Jean-les-Pins parce que c'est fait. Mais si on va au mois de mars, et on ne leur jette pas la pierre, de moins en moins de subventions de l'État, il y a des endroits qui ne peuvent pas nettoyer. Donc quel est le meilleur défenseur de l'environnement qu'un plagiste privé? Je suis désolé. Alors du coup, ce qu'on vous demande, c'est aussi une des particularités de ce décret plage, lorsqu'on obtient cette dérogation, c'est de faire du démontable non démonté. Ça se passe notamment sur la commune d'Antibes. Éric Pauget, ça c'est aussi une invention très française. Hein. Eh bien, on est en plein dans les particularités de notre beau pays, de notre belle démocratie. C'est que quand on est en zone touristique internationale et lorsque l'Office du tourisme a les 4 étoiles, on a le droit d'avoir des établissements qui respectent bien sûr le décret, mais qui ne se démonteront pas. Donc on aura du démontable non démonté. Je voudrais vite fait revenir sur le fait d'accès public à une plage. Il faut savoir qu'une plage dite publique, qui a un accès public, en réalité, derrière, il y a une commune qui l'entretient et qui la gère. Ça veut dire que c'est le contribuable local qui nettoie, qui fait les prélèvements d'eau et qui est obligé de mettre en place une surveillance. Rien que sur Antibes, la surveillance des plages publiques, c'est 370 000 € payés par le contribuable local. C'est énorme. Juste une question, Janine Blondel. Vous, évidemment, vous préféreriez que le démontable soit démonté. Est-ce que c'est vraiment écologique de charger des camions tous les 8 mois pour monter, démonter, transporter, installer et désinstaller? Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Ça coûte d'abord en plus très cher, on en est bien conscient. Mais quand vous voyez, je vous parle de Cagnes puisque j'y suis et j'y habite. Quand vous voyez que ces établissements de plage de Cagnes, qui ont eu les permis de construire, qui ont eu tout ce qu'il fallait pour s'ouvrir tranquillement, ont installé ces établissements en plantant des piquets de fer avec des blocs de béton de plusieurs tonnes au pied, enfoncés à 7-8 mètres dans la plage, comment voulez-vous qu'ils démontent après? C'est pas possible. On le comprend bien, ça. Et après avoir fait démolir un fast-food? Après, pas que le fast-food, il y en a eu 6 de démolis. La Cougouline, le Neptune, etc. etc. Un dernier mot, Monsieur Matarasso, l'émission touche à sa fin. Vous avez 15 secondes pour clôturer cette émission. 15 secondes, mon Dieu. Vous ferez quoi après le 15 octobre? Trop tard, c'est fini. Non. Ce que je souhaite, je vais dire vraiment, je vais parler avec mon cœur, parce que je crois que je ne peux pas faire différemment. J'en appelle toujours à mon élu. Donc Monsieur Leonetti, oui. qui a décliné notre invitation. À mon élu. Mon élu, c'est Monsieur Leonetti. Il a toujours été à mes côtés. On a toujours été à ses côtés. Je veux simplement lui dire qu'il ne nous abandonne pas. Et ce sera le mot de la fin. Je vous remercie. Dimanche en politique continue sur France 3. La semaine prochaine, vous retrouvez Henri Migou. Merci, à bientôt.